Alors si on regarde la synthèse de l'ensemble de ces éléments, vous voyez que vous aurez donc pour une première phase sur la modulation de la concentration calcique cytosolique, vous aurez une première phase qui correspond à ces 5 à 10% liée à l'entrée du calcium juste par le passage dans le canal calcique de type lent, qui va entraîner secondairement l'ouverture de tous les pores des récepteurs à la ryanodine et donc le relargage du calcium depuis l'intérieur de ces sacs réticulés, de ces bibliothèques calciques, vers le cytosol et vers les sites actifs, et en particulier l'actine et la myosine. Et sur ce troisième temps, vous aurez une mise en jeu des CERCA, des calcium ATPases du réticulum sarcoplasmique, qui vont à partir de ce moment-là recapter le calcium et donc faire diminuer rapidement la concentration cytosolique du calcium. Et donc ce cycle-là va à chaque fois au repos en bleu progressivement augmenter, libérer le calcium du réticulum sarcoplasmique, récupérer le calcium dans le réticulum sarcoplasmique et puis partir au cycle suivant avec petite étincelle calcique par les canaux calciques de type lent, élévation importante de la concentration cytosolique par le relargage et puis à nouveau recapture par les calcium ATPases, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à l'exercice quand on va demander une accélération plus importante de ce cycle et une efficacité plus importante également de cette fonction, eh bien vous aurez en rouge le même effet, sauf que vous allez augmenter la valeur libérée par ou entrée par la porte du canal calcique de type lent. Et donc vous aurez une libération plus importante et plus rapide par les récepteurs à la ryanodine, et donc vous aurez une concentration cytosolique finale qui sera plus élevée qu'au repos. Mais par contre, vous aurez stimulé également les CERCA, et donc elles vont travailler plus rapidement, et elles vont faciliter un recaptage plus rapide de l'ensemble de ce calcium, et revenir plus rapidement aux valeurs de base. D'accord ? Donc vous voyez que c'est à la fois plus élevé par rapport au repos, et plus court. Okay, une fois de plus, on est en adéquation avec une fonction cellulaire qui n'est pas dépendante, cette fois-ci, du nœud sinusal, mais qui est bien adaptée à la même information qui va venir du nœud sinusal, qui est de dire on accélère les enfants parce que là, il est temps de échapper au tigre à dents de sabre. Voilà. Quand on est dans ces situations-là, il y a encore des situations dans lesquelles on a besoin d'accélérer un petit peu. Troisième point, ce matin, on va regarder quelques-uns des effets de régulation et de réflexe cardiaque. Vous avez encore des questions sur le calcium ATPase, calcium induced, calcium release? Ok. Et donc on va passer maintenant à ce que sont les adaptations entre la pompe, par le biais de ces cellules, par le biais de la fréquence cardiaque, dont on a vu un des aspects, l'adaptation globale au niveau ventriculaire, et en particulier sur le déploiement de ces capacités à la fois contractiles et de mise en tension des fibres, et donc de la pression mesurée à l'intérieur de la cavité, et puis la circulation générale qu'on finira par détailler dans un troisième cours qui sera justement consacré au couplage entre la pompe et puis ce qu'en reçoivent les vaisseaux, et puis ce qui réamorce la pompe, toujours par les vaisseaux, et donc cet effet qui sera constamment bouclé à l'intérieur de la circulation et contrôlé par des modes de régulation locaux, et puis par des modes généraux. On a vu la partie endocrinienne autour des libérations d'acétylcholine notamment, d'adrénaline, noradrénaline, pardon, et le contrôle, maintenant qu'on va regarder avec le système nerveux autonome, le système central. Cet effet, je vous l'ai dit, va avoir pour objectif de contrôler, en fonction de la demande, donc en fonction des besoins, de contrôler le débit cardiaque, QC. Ce débit cardiaque, c'est le produit, comme je vous l'ai dit, d'un volume éjecté, on l'a vu, au cours de chaque systole, le VES, qui va se moduler en fonction de la précharge, la post-charge, la contractilité, vous avez vu tout ça, et puis de la fréquence cardiaque. D'accord ? Donc ces précharges, c'est à la fois le retour veineux, donc le niveau de remplissage, et c'est une régulation dite intrinsèque, celle qu'expose la loi de Starling.
Et puis la post-charge, c'est ce qui va jouer sur les résistances artérielles et faciliter le déploiement de la contractilité myocardique avec des régulations extrinsèques et puis la régulation de la fréquence cardiaque qui sera, elle, essentiellement un acteur contrôlé très haut du bulbe. Ces contrôles nerveux, donc pour le parasympathique, va jouer sur l'acétylcholine avec des récepteurs muscaréniques et puis des effets qui seront principalement chronotropes et dromotropes. Donc vous allez ralentir la conduction, ok, et puis du coup ralentir aussi la stimulation. Donc un effet parasympathique, c'est un effet chronotrope négatif, dromotrope négatif, un tout petit peu inotrope négatif, mais enfin globalement, il est beaucoup plus faible que celui qu'on va avoir par le sympathique. Et donc l'effet principal va jouer sur la diminution de la fréquence cardiaque à volume éjecté constant, grosso modo. Hein. Donc le débit cardiaque, qui est le produit des deux, sera diminué. Ok ? Le sympathique, lui, va jouer sur les récepteurs bêta-2 dans les vaisseaux bêta-1 au niveau cardiaque par le biais de la noradrénaline et va avoir un effet qui sera lui chronotrope, dromotrope et inotrope positif. On vient d'en voir la raison par l'effet bêta plus du couplage sur le couplage excitation-contraction. Donc la fréquence cardiaque est augmentée, le volume éjecté par l'augmentation de la contractilité, l'effet inotrope est augmenté, donc le débit cardiaque, lui, est bien plus augmenté lors de la stimulation sympathique. Les relais, ils se font par des afférences qui vont, à partir des capteurs périphériques, aller jusqu'à un noyau au niveau du bulbe, hein, qui s'appelle le NTS, le noyau du tractus solitaire, qui va ensuite relayer avec des fibres vers le noyau ambigu et le noyau dorsal du vague. Et c'est donc le vague qui va être un des acteurs centraux de ces réflexes qu'on va voir après et de cette modulation, avec des fibres efférentes ensuite qui vont, pour le parasympathique, relayer sur des fibres préganglionnaires. C'est le premier neurone qui va du noyau ambigu, ou du noyau dorsal du 10, et un relais ganglionnaire dans le plexus cardiaque qui se développe tout autour du cœur, et les fibres postganglionnaires qui vont avoir pour cible principale les deux sites de contrôle de la fréquence cardiaque. Le premier qui est celui du nœud sinusal, situé à l'abouchement de la veine cave supérieure, dans la partie haute de la paroi de l'oreillette droite. Et puis, le nœud qui va contrôler le passage avant le faisceau de His, le passage de toutes les informations, vous vous rappelez, la diffusion autour des oreillettes, avant d'être concentré dans ce nœud dit d'Aschoff-Tavara, ou du nœud atrioventriculaire, et avec un petit délai, ensuite donner l'information, transmettre l'information au ventricule, au travers du faisceau de His. Et donc ces deux-là sont contrôlés par le parasympathique. Et puis le 10 à droite aura une fonction qui sera plutôt sur le nœud sinusal, chronotrope négative, et le 10 à gauche plutôt sur le nœud atrioventriculaire. Bon, là encore, des variabilités anatomiques extrêmement importantes selon les unes et les autres, avec de toute façon un effet qui sera donc chronotrope négatif principalement sur le nœud sinusal et un petit peu dromotrope négatif porté par le gauche sur le nœud atrioventriculaire, donc une diminution de capacité de conduction, très schématiquement. Sur les éléments du système sympathique, vous avez des fibres afférentes qui vont se projeter à nouveau dans le NTS, au niveau du bulbe, et là qui feront ensuite relais dans une substance réticulée, qui est sous influence du cortex cérébral, avec des stimulations, qui sont des stimulations corticales motrices, qui vont jouer sur les contractions musculaires, avec des modifications qui seront à la fois cardiaques et vasculaires aussi, et sur la vasoconstriction de l'ensemble des territoires vasculaires selon les territoires musculaires mis en jeu. Et ça, c'est toute la grande répartition dont on a parlé la semaine dernière, qui va faciliter tel ou tel groupe musculaire selon l'activité, selon la contrainte en jeu, et en même temps diminuer les territoires, en particulier splanchniques, intra-abdominaux, qu'on n'utilise pas pendant les exercices, pendant les efforts importants. Une fois de plus, que ce soit des efforts liés à la survie par l'entrée de l'énergie, la chasse, ou par la survie liée à l'évitement
d'un risque majeur. Et donc à partir de la substance réticulée, là vous aurez un faisceau bulbo-spinal qui va descendre avec au centre médulaire un tractus particulier, latérocaudal médulaire, le caudal ventrolatéral médulaire en anglais, donc le CVLM, qui est stimulé par le noyau ambigu du parasympathique. Donc vous voyez qu'il y a déjà une boucle à ce niveau-là d'interaction entre les deux systèmes. Et puis une activité dans la partie rostrale qui va à ce moment-là être, elle, inhibée par le précédent quand elle est stimulée par le noyau ambigu. Deuxième boucle triangulaire d'interaction entre sympathique et parasympathique. Voilà le rostral, ici, dans lequel vous avez une stimulation des neurones préganglionnaires et puis ces neurones parasympathiques du noyau ambigu, ici placé, et du noyau moteur dorsal, NMD, auront un effet chronotrope négatif, donc un effet ralentisseur sur l'ensemble des cycles cardiaques. Sur le système final, donc vous aurez un deuxième neurone qui part du préganglionnaire vers les ganglions cervicaux et vous aurez à partir de là 3 étages, supérieur, moyen, inférieur, qui vont jouer en particulier avec des fibres qui vont contrôler la libération par la médulo-surrénale d'une quantité importante, et là on peut la considérer comme une formation ganglionnaire qui va elle-même libérer une quantité plus ou moins importante, mais là pour la circulation générale, vous baignez à ce moment-là dans la noradrénaline, qui va ensuite s'achever par le troisième neurone sur la masse myocardique, donc des effets qui seront directs au niveau cardiaque sur quelle qualité, sur quel effet. Si on arrive sur les cellules, le inotrope positif. Là, on est sur la contractilité, d'accord, qui va jouer sur l'efficacité totale de l'ensemble, avec un droit qui sera donc plutôt lui sur le nœud sinusal, la fréquence a un effet chronotrope négatif, mais le gauche qui va aller lui pour celle qui arrive dans les cardiomyocytes a un effet inotrope positif renforcé par ce qu'on a vu des effets bêta sur l'ensemble du couplage, excitation, contraction, libération de calcium, effet actomyosine supérieure. D'accord ? Cet effet et ces effets principaux vont être, comme on l'a dit, sous un contrôle partiel, suprabulbaire. Et donc, le premier, c'est le cortex. Et donc, ça, c'est l'environnement qui va changer le rythme cardiaque très rapidement par une action sur les fonctions frontales portées par le frontal, la gestion des émotions, la colère, la peur. Et donc, vous avez à nouveau des situations d'échappement qui vont immédiatement augmenter la fréquence cardiaque avec une nécessité absolue pour les cardiomyocytes d'avoir un effet inotrope couplé à cet effet chronotrope positif, pour échapper. Des effets qui seront contrôlés par l'un des principaux régulateurs sur l'hypothalamus, qui vont jouer donc à la fois sur les comportements alimentaires, la thermorégulation, et il y aura des interactions entre ces effets-là et les contrôles myocardiques ou les contrôles chronotropes. Et puis, au niveau des centres respiratoires, vous aurez également des synapses qui vont faire dialoguer ces deux centres de contrôle de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, et on l'a vu en particulier sur ce couplage qui fait qu'à l'inspiration vous allez avoir une modulation de votre fréquence cardiaque et à l'expiration de la même façon, et donc vous aurez des dialogues qui se font entre votre fréquence cardiaque à 60 et votre fréquence respiratoire à 15 dans une valeur globale de 1 pour 4 adaptée autour de ces fonctions et ces échanges au niveau bulbaire.